Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don, car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Je me glisse à la fin de cette intro pour une annonce très importante. Je suis excité telle une puce. Je t'invite au tout premier épisode de ce podcast enregistré avec public à Paris. Ça sera le 20 novembre prochain à 19h. Je serai avec notre docteur gay-friendly préféré, Thomas, pour parler de santé sexuelle gay et les auditeurs présents qui le souhaitent pourront poser leurs questions directement. Tout ça suivi d'un verre pour se rencontrer et kiffer. Si tu entends ce message, c'est qu'il reste des places. Remplis le formulaire pour te préinscrire. Direction le descriptif de cet épisode, tu trouves le lien du site du podcast. Ou sinon, le voici, bit.ly/comment devenir. Une fois sur le site, le lien du formulaire est tout en haut, je te l'ai mis en violet. J'ai trop hâte. Allez, place à votre épisode, bonne écoute. Ok, comment je t'appelle ? Amen. Amen. Bienvenue Amen chez moi. Merci. On va parler d'Algérie. Mm-hmm. Tu as grandi en Algérie jusqu'à 24 ans. On a fait un pré-entretien où tu m'as raconté et on a identifié ensemble des grands axes de ton témoignage. D'abord, toute la partie en Algérie de ton coming out à toi-même, ce lien toxique, c'est tes mots, avec la religion, avec la masculinité. La masculinité. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Et être arabe et être gay, quoi. Ouais. Et après ta décision de quitter l'Algérie, tu m'as dit, et ça m'a frappé, tu m'as dit, j'ai dû choisir entre ma vie et ma famille. Et après, depuis ton arrivée à Paris, comment tu t'es épanoui ? En tout cas, t'en es où de ça ? Et moi, j'ai noté comment tu t'es débloqué. Avant, c'était impossible pour toi d'être pénétré. Ouais. Comment tu t'es débloqué. J'ai aussi noté, parce que ça m'a fait rire, ton kiff pour les daddies. Ouais. J'ai très envie de poser des questions là-dessus. Ok. Ça te va comme petite intro ? Ouais, ça me va. Super, c'était sympa. Avant qu'on se lance, tu as écouté des épisodes du podcast, oui. Non ? Bon, à chaque fois, je commence en rappelant que j'ai fait le pari un peu fou d'essayer de vivre de mes podcasts. Du coup, je dépends des contributions des auditeurs, des auditrices. Donc, j'invite les gens, et les liens sont en description de cet épisode, à faire un don, soit ponctuel, soit régulier. En gros, je cherche à avoir 400 personnes qui donnent 5 € par mois. Ça me donnerait un gros SMIC, une bonne base. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite danse de la joie. Donc, on ne me voit pas danser. Et puis, en plus, je sais pas bien danser. Tu sais danser, Aymen ? Ouais, un peu. Ah ouais, putain, t'as de la chance. Moi, c'est un petit peu... C'est robotique, c'est bâton de bois, tu vois. Mais petite danse de la joie quand même. Ce matin, je me disais... Donc là, j'ai 61 personnes qui donnent chaque mois. Et d'autres personnes qui ont fait un don ponctuel. Et je me disais, mais je suis vraiment trop content du chemin parcouru. Après, je viens de faire un jogging. Donc, j'ai plein d'endorphines et tout. Je suis super pisse. Mais franchement, je me dis, il y a quand même, et je les remercie, parce que je pense qu'elles m'écoutent, il y a quand même 60 personnes qui ont dit, bah allez, c'est cool ce que tu fais, je vais te soutenir. Et puis c'est un truc, tu vois, quand même, de donner sa carte bleue et d'être prélevé chaque mois et tout, et j'ai envie de, je suis trop fier et j'ai envie d'être à la hauteur. Donc voilà, je remercie les gens qui donnent. Bon, on y va ? Ok. Je me souviens quand on a préparé cet entretien, que c'était un entretien chargé pour toi. T'as pas mal hésité à témoigner et tu t'es dit, ok, j'y vais. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi tu t'es dit, allez, j'y vais, c'est important pour moi de témoigner ? J'ai énormément hésité à partager en fait mon expérience parce que en fait c'est difficile pour moi de déballer comme ça. C'est énorme. Il y a plein de détails que je ne veux pas me rappeler ou que j'essaye un peu d'esquiver.
Mais à un moment, je me suis dit, je vais le faire pour 2 raisons. En fait, la première raison, c'est que déjà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation, qui vont vraiment s'identifier, et c'est très important. En fait, c'est très important pour les jeunes, même pour une personne n'importe quel âge, de s'identifier en une personne qui a vécu qui a le même background culturel et religieux, et de se dire, oui, au fait, cette personne, elle est comme moi, mais voilà, elle a réussi, elle a fait du chemin, c'est-à-dire que c'est possible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi pour moi, hein. Pas mentir. Parce que, en gros, ce partage, ce podcast, ça marque un peu, c'est comme un point dans une phrase. C'est-à-dire, ça marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, enfin, la fin d'un chemin qui est long. Enfin, je viens de loin, hein, tu vas voir que je viens vraiment de loin, et en témoignant, tu célèbres aussi le chemin parcouru. Ouais, voilà, c'est ça. Ce témoignage permet déjà de revenir sur mes pas et de me dire, ouais, en fait, il y a eu des pas de géant, et en fait, j'ai évolué. Tu dis, tu reviens de loin. Est-ce que tu peux m'amener dans ce loin? Donc, tu es algérien, tu as grandi en Algérie. Ouais. Jusqu'à 24 ans, tu étais en Algérie. Aujourd'hui, tu as quel âge? Là, j'ai 27 ans. Ok. Tu me dis, moi, je témoigne parce que y a des gens qui vont s'identifier et ça aide. Est-ce que toi, tu te souviens, en grandissant en Algérie, de voix queer, d'hommes gays, d'hommes queer, ou même de femmes, hein, ou de personnes? Tu te souviens? Non, tu me fais non. Non. En fait, c'est ça. Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. On parle des années, en fait, 2005, 2006, et à Alger, même si c'est une grosse capitale, voilà, c'est la capitale, quoi. C'est une grosse ville, mais en fait, il y avait aucune personne. Je n'avais aucune référence. Et c'est ça qui est dur. En fait, c'est quand on grandit dans un truc et que c'est chargé en religion, c'est chargé en coutume, et c'est très très masculin, très macho. Fais ceci, ne fais pas cela. Tu peux m'imaginer parce que moi je me rends pas compte. Moi j'ai grandi du coup en région parisienne. Tu parles de l'importance de la religion. Est-ce que tu as des exemples comme ça de... Ah oui, je peux te donner plein d'exemples. Par exemple, juste le fait de parler avec... par exemple, tu parles avec tes mains, t'es maniéré, t'as une voix qui n'est pas une voix d'homme viril, selon les normes de la société. Et déjà, rien que ça pose plein de problèmes. Moi, mes parents, surtout mon père, il m'a reproché de ne pas avoir une voix d'homme. Et de parler avec mes mains, d'être maniéré, c'est plusieurs reproches. J'ai jamais été suffisant pour lui. Même si, franchement, j'ai toujours fait comme il voulait. Et j'ai vu que les études, ça lui faisait plaisir. Donc, je me suis tuée à la tâche. J'étais toujours premier de la classe. Et je faisais vraiment comme il voulait, mais j'ai jamais été suffisant, parce que j'ai toujours ces reproches de pourquoi en fait tu parles avec les mains, non il faut pas parler comme ça, même cette phrase que tu as dit, c'est une phrase de meuf, hein. Il faut pas dire ça, cette couleur par exemple, tu peux pas mettre une chemise rose ou un truc comme ça, mais parce que c'est féminin. Ou mais j'ai remarqué ce blouson, il a une coupe un peu féminine, non mais tu peux pas acheter ça, tu le rends demain. Et moi, à chaque fois, je me disais, ok, d'accord, bah oui, demain, je vais le rendre. Mais je disais rien. Hein. Mais du coup, toi, tu avais un élan dès tout petit vers ces choses dites non masculines. Oh, oui. C'était en toi. C'était vraiment en moi. Hein. Mais ouais, moi aussi, tu vois. C'était en moi. On peut pas me dire que non, c'est acquis, que... plein de gens, quand j'ai fait mon coming out, ils m'ont dit que non, en fait, c'est juste l'influence occidentale. C'est pas ça, t'étais pas comme ça en Algérie, on t'a pas connu comme ça.
Comment ça se fait que maintenant t'es comme ça, que tu t'habilles comme ça? En fait, je leur ai dit, c'est pas l'influence occidentale, mais en fait, en Algérie, tu m'as pas connu. T'as connu ma version hétéro, la version imposée. Moi, quand je me levais chaque matin, je mettais mes habits normaux et je mettais mon masque hétérosexuel. Et je sortais pour faire face à la société. Mais c'était obligé. Moi, je ne pouvais pas vivre comme je le souhaitais. Je ne pouvais pas mettre les couleurs que je voulais. Parce que c'était des couleurs de femmes ou parce que tel ou tel habit, non, c'est plus attribué au genre féminin qu'au masculin. Donc, non, en fait, tu as connu l'acteur hétérosexuel. Tu n'as pas connu la vraie personne. C'est ça. Ouais. Tu te souviens, toi, autour de quel âge tu ressens un désir pour les hommes? Toi, aujourd'hui, tu t'identifies gay ou queer? Oui, je m'identifie gay. Ok. Donc, tu es attiré par d'autres hommes? Oui. Je suis en train de définir ce que ça veut dire d'être gay sur un podcast qui, en fait, en parle depuis 80 épisodes, mais pourquoi pas? Tu te souviens, quand est-ce que tu as eu cette première... Ouais. C'était vers quel âge? C'était début collège, donc je dirais 13 ans. 13, 14. Et c'est concomitant avec ta différence dans dans ton envie de couleur ou dans ta façon de parler. C'est à peu près au même moment ou c'est déconnecté? Non, je pense que c'est déconnecté. En gros, pour l'anecdote, c'est que quand j'étais petit, j'essayais tout le temps les talents de ma mère. Hein. Elle avait des talons blancs, je me souviens toujours de ces talents, et je les essayais tout le temps. Et après, en grandissant, je me suis dit, mais c'est quand même assez logique parce que moi, j'essayais les talents de ma mère, mais mon frère, il essayait pas les talents de ma mère. Ouais. Je me dis, mais quelque part, il y a eu quand même des signes avant-coureurs. La chose, donc... Ben, moi, c'est marrant parce que au moment où tu disais ça, moi aussi, je me souviens d'essayer les talons de ma grand-mère, genre dans le grenier et tout, il y avait une malle à déguisement ou en tout cas à genre habit de soirée. Et j'étais fasciné par le rouge à lèvres d'une autre grand-mère. Non, arrière-grand-mère, talon de l'arrière-grand-mère et rouge à lèvres de la grand-mère. Quand j'étais tout petit, et pareil, j'ai pas vu mon frère, il m'a pas dit. Toi, tu sais pourquoi... Et c'est marrant parce que moi, j'ai grandi en région parisienne, toi à Alger. Donc, nos cultures seraient différentes. Enfin, le sont, n'est-ce pas? Et on a eu tous les deux ce truc. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas, franchement, c'est venu comme ça. Il y avait pas que les talents, il y avait aussi, je prenais les cheveux de ma mère, je disais ouais, je vais te faire une coupe de cheveux et tout, alors que j'étais petit, j'avais genre 6 ans ou même avant même 5 ans. Je disais ouais, je vais te faire une coupe, je me souviens même du nom de la coupe, c'était Ladi, je sais même pas ce que ça veut dire, ça n'a aucun sens, mais c'était ça, je disais ouais, je vais te faire ça, je vais te faire cette coupe là, je l'ai nommée comme ça, et mais bon, j'étais petit, ils m'ont pas fait de remarques. Je me souviens pas de remarques quand j'étais vraiment petit, mais c'est que plus tard. Oui, c'est que plus tard, en grandissant, en fait, ils me faisaient des remarques sur la manière dont je m'exprimais ou que. Ouais. Donc c'est ça. À 13 ans, tu ressens, ou en tout cas autour de 13 ans, tu ressens une attirance pour d'autres garçons. Tu te souviens cette première fois? Alors, en gros, c'était première année collège. Je devais avoir dans les 13 ans. Et c'était là où j'ai commencé à me masturber. Et en gros, au début, j'avais aucune, je pense, imagination. C'était juste un acte que je faisais parce que ça me faisait du bien. C'est juste ça. Je n'imaginais pas j'imagine ni un mec ni une meuf. Rien de tout ça, mais je me souviens très bien que j'avais un pote, un super pote, et en gros, notre amitié, elle était forte, mais je me disais, mais c'est de l'amitié en fait, c'est fort, je veux tout le temps être avec lui, je veux attirer son attention, je veux que ce pote me regarde que moi. Mais après, je pense, avec le temps, je me suis dit, mais non, mais c'est pas de l'amitié, parce que, en fait, je suis pote avec plein de personnes, mais les autres, je veux pas attirer leur attention, je m'en fous. Je suis juste pote avec eux. Mais pourquoi lui, exactement, je veux attirer son attention? Pourquoi? Après, avec le temps, il a eu une copine, sa première copine, et là, j'étais vert de jalousie. Je me suis dit, mais
mais il a une copine, mais qu'est-ce que je deviens et tout. Et j'étais vraiment jaloux. Je me disais, mais on peut pas être jaloux. C'est ton meilleur pote, quoi. Tu devrais être fier. Mais moi, en fait, ma jalousie, c'était que je détestais cette meuf parce que elle me l'a piqué. Bah ouais, bien sûr. Elle l'a piqué. Elle peut l'avoir et moi, non. Ouais. Et c'était là où je me suis dit, mais en fait, j'ai un truc. Mais c'est quoi ce truc ? Ouais. C'est quoi le nom de ce truc ? T'avais même pas de mots. Non, mais j'avais pas de mots. Parce que toi... T'avais quel âge à part... Pardon, vas-y, dis-moi. Moi par exemple, toi, t'as vécu, je sais pas, dans la région parisienne. Ouais. Et il devait y avoir des références. Pour toi, tu regardais des gens, je sais pas moi, en sortie de boîte, ou peut-être tu connaissais des boîtes gays. Mais en fait, moi, j'étais dans un environnement où c'était tellement tabou que personne n'en parlait. Ok. Personne. Ok, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Même, donc, pas dans les films. Pas du tout. Mais même, tu sais, parfois dans les films ou les téléfilms, genre l'assassin ou bien le prostitué, même, tu vois, pourrait être gay. Un peu façon de dire, c'est une maladie, c'est le méchant qui est en plus... non. Non. Franchement, ça m'étonne pas parce que en fait, tu connais pas les feuilletons algériens. Bah les feuilletons algériens, ça parle juste ça parle de drogue, ça parle d'une femme qui est tombée enceinte et que il faut pas qu'elle avorte, il faut qu'elle assume nanani. Ça parle de viol, ça parle que de choses comme ça. Donc il y a pas d'identification. C'est un non-sujet. Il n'y a pas d'identification, même négative. Même négative. C'est un non-sujet. Donc, un non-sujet. Toi, tu grandis, on te dit ne sois pas trop efféminé. Ouais, voilà. Donc tu sens qu'il y a un blocage là, ou en tout cas il y a un enjeu là, et tu sens qu'il y a un truc particulier avec ce pote, mais tu mets pas encore de mots. Ouais. Tu te souviens quand est-ce que tu commences à comprendre ou... Ouais. En gros, juste, c'est que moi, je connaissais pas le mot gay, ni homosexuel, ni LGBT, ni rien du tout. Je connaissais que le mot efféminé. C'est que il fallait pas être efféminé parce que t'es un homme et t'es associé à une femme. Donc, il fallait pas être ça parce qu'un homme doit être un homme, une femme doit être une femme et basta. Donc, du coup, là, ce que je me dis, c'est que, partie collège, que il faut que je découvre ce que j'ai. Et pour moi, dès le départ, je suis partie de l'hypothèse où c'est une maladie. Ok. Donc, je me suis pas dit c'est un truc normal. Donc, j'ai identifié en gros le problème. J'ai dit que voilà, c'est une maladie, j'ai un truc, je sais pas, je suis cassée, brisée, il faut que je me répare. Donc, c'était les débuts d'Internet, mais c'était dans les cybercafés. Moi, j'avais pas Internet chez moi, en tout cas. Et du coup, j'allais dans les cybercafés, je cherchais un peu attirance, homme. Donc voilà, je cherchais pas en arabe, ce qui était bien, parce que si tu cherches en arabe, t'es plus orienté vers des forums plus musulmans, etc. Donc, qui du coup... du coup, ils te disent non, c'est mal, tout ce qui est négatif, tout ce qui est péjoratif, tu vas le trouver associé à l'homosexualité. Tu cherches donc en français ou en anglais ? En français. Ouais. Non, dans le temps, c'était le français, pas l'anglais. Parce que le français, tu l'as comme matière depuis le primaire. Donc, ouais. Donc, du coup, je cherchais et je regardais tous les forums et je regardais les forums qui disaient que c'était mal et les forums qui disaient que c'était normal, etc. En fait, c'est là où j'ai commencé en fait à identifier un peu, dire que oui, en fait, ça existe, c'est l'homosexualité. Okay. Et c'est gay, c'est être gay. Et il y a gay, il y a bi, il y a lesbienne. Tu vois, je commence un peu à me familiariser avec la terminologie et de savoir un peu ce que je suis. C'est quoi le mot dans ta langue maternelle ? Alors, il n'y a pas de... Il y a plus, je dirais... en gros, le mot, c'est mithli. C'est le mot pas dans le dialecte, mais dans la langue... le langage soutenu. C'est un mithli, c'est-à-dire il aime le même sexe. Et dans le dialecte, il y a que des mots péjoratifs. C'est ça. En fait, ma question, c'était s'il n'y a pas d'identification, est-ce qu'il y a des mots ? Et la réponse, c'est oui, dans un langage plus soutenu. Ouais. Il n'est pas péjoratif. Ouais. Le langage soutenu, Mesli ?
Non, Pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. C'est juste que c'est comme si tu dis c'est une personne qui aime une autre personne du même sexe. Juste ça, c'est la définition. C'est intéressant, n'empêche que dans ce langage soutenu arabe, le mot ne comporte pas un aspect péjoratif. Oui, non, il comporte. C'est un mot neutre. Par contre, dans le dialecte, bien sûr. C'est que de l'insulte. Bah oui, c'est comme en français. Par exemple, une insulte la plus connue, c'est 106. 106, c'est un numéro. Mais c'est comme si tu dis Tarlouse ou Tantouze ou un truc comme ça. 106, donc c'est en français dans le texte. Oui, 106. C'est quoi la référence de cette insulte? Aucune idée. Okay. Aucune idée pourquoi le numéro 106 il est associé aux gays, enfin au queer, à la communauté queer. Ouais. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais c'est ça. Mais il y a plein d'autres. Il y a Loti. Loti, ça veut dire c'est en référence au prophète Lot. Donc à Sodome et Gomorrhe. Donc ils te disent Loti, ça veut dire que t'es associé à ce peuple. Ouais. Au moment où donc Internet te permet de mettre des mots et je crois comprendre de mettre aussi un peu de positif ou pas? Ou t'es toujours dans l'idée que t'es malade? Non, pas du tout de positif. J'ai vu que ça existe. J'ai pris connaissance en fait de la terminologie. Donc c'est bon, je suis gay ou bi parce que au début on aime tous être bi parce que on se dit ouais ça va. Il y a encore de l'espoir. Quelque sorte. On, c'est qui on? C'est toi? C'est moi et peut-être d'autres Algériens qui sont en Algérie, tu vois. Donc on se dit ouais bi peut-être parce que en fait on peut se marier, on peut avoir une vie normale. Et la vie normale c'est la vie normale selon la société. Donc, oui, toi quand tu te dis bi, à ce moment-là il y a une forme d'espoir je peux ne pas être malade. Ouais voilà. Mais peut être normal dans la norme hétéro. Exactement. Et du coup, c'est bon, moi j'ai identifié le problème, mais pour moi c'est une maladie. Parce que en fait, tu parles à une personne qui est au collège. Elle a 14 ans, 15 ans, une personne qui est très influencée par la culture très masculine qui est l'Algérie. Et aussi, je suis née dans un milieu musulman, très religieux. Mes parents, c'est des pratiquants. C'est vrai que je ne dis pas que mes parents, c'est des gens qui sont super à cheval sur la religion. Ils étaient assez cool avec nous. Comparé à d'autres par exemple, mais quand même ça reste toujours le fait de savoir que ton fils il est gay, c'est le comble, c'est pas possible, tu ne peux pas être comme ça. Parce que c'est quoi ton quotidien autour de la religion? En fait, tu vas régulièrement. Quand j'étais au collège et quand je me suis dit c'est une maladie, c'est là où la relation toxique est née. Avec ta religion. C'est là où c'est devenu toxique. Parce que en gros, je m'étais complètement renfermée et je me suis tournée vers la religion. Donc je faisais mes prières de manière assidue. Je pouvais pas être plus assidue que moi. J'étais super assidue. Je lisais le Coran et ce qui était bien, c'est que moi je suis super curieux. Je suis très curieux comme mec. Et en lisant le Coran, à chaque fois, je guettais les passages où ça pouvait potentiellement parler de ça. Mais en fait, t'as beau lire le Coran, mais il n'y a qu'un seul passage. C'est Sodome. Et donc, c'est dans le Coran, ce qui est interdit, c'est la sodomie. C'est pas le fait d'être homosexuel. Et donc, du coup, si t'es une femme et que tu te fais... Enfin, si t'es hétéro, et que tu te fais sodomiser... C'est la même peine. Oui, c'est la même peine, c'est la sodomie. Donc c'est pas forcément lié. On ne dit pas que voilà, t'es gay et donc du coup c'est interdit. Oui, je comprends. Ça, c'est l'acte qui est interdit. Et mais tu étais dans ce milieu religieux beaucoup. Est-ce que les autorités ou est-ce que tes camarades de religion parlaient du fait d'être gay, que c'était un problème, utilisant ce passage en le déformant? Non, c'est toi tout seul qui t'es dit, tout seul, je vais me sauver,
Parce que en fait, avec la religion, ok. Ouais. En fait, quand t'es petit, tu lis ce genre de choses, mais tu vas pas forcément aller, par exemple, parler à un imam et lui dire, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer ce passage-là? En fait, moi, je pense que je l'ai compris comme ça. Et est-ce que c'est vraiment non? Tu peux pas lui dire parce que, en fait, l'imam, c'est pas ton ami. Alors moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. T'as un sermon où en fait, parfois ils se gênent pas pour donner des points de vue sur différents sujets. C'est pas le cas, toi, dans ton cheminement. Ouais, en tout cas pas la période collège. D'accord. Après, c'est vrai que j'ai entendu plusieurs discours qui déformaient ça. De toute manière, le Coran et la religion, en tout cas, je parle du Coran, je parle pas d'autres religions, je les connais pas de toute manière. Je parle du Coran, c'est contextualisé. Donc chaque verset est lié à un contexte. Et donc du coup, c'est lié à l'interprétation. Et quand quelque chose est lié à l'interprétation, donc t'as plein de gens qui vont essayer de déformer. Ils vont mal interpréter les choses. Donc mal interpréter les choses et parce qu'ils sont influencés par X ou Y. Donc c'est pour ça qu'ils mal interprètent les choses. Et donc ça peut pas jouer tout le temps à la faveur d'une communauté ou une autre. Donc voilà. Et moi, quand je lisais ça, je me disais ouais, la sodomie et tout, mais dans le temps, j'arrivais pas en fait à dissocier sexualité et être gay. Avoir des relations sexuelles et être gay. Alors que tu peux dissocier les deux, tu peux être asexué par exemple. Mais en fait, moi, je comprenais pas, c'était les débuts. Mais je me disais, mais comment ça se fait? Donc, sodomie interdit, et comme gay, t'as pas un autre moyen que la pénétration. Pour moi, c'était ça, c'était gay pénétration. Parce que à ce moment-là, tu continues à te masturber et tu regardais des films porno. Ah oui, je regardais beaucoup de films porno. Et avec des hommes. En fait, au début, oui, des hommes. Après, je me suis dit non, il faudrait quand même je change. Je regarde pas les hommes, je regarde un porno hétéro. Mais au fait, je remarquais que je me focalisais sur le mec, donc ça servait pas à grand chose. Et à ce moment-là, tu fantasmais la sodomie? Ouais. Ok, donc t'étais la journée en train d'essayer de te réparer en découvrant que voilà ce que tes racines religieuses dénonçaient, c'était la sodomie, et tu kiffais ça. Ouais, je kiffais ça. Ça fait quoi ça dans le petit cœur? Enfin, c'est vraiment une question ultra rhétorique. Moi, c'est passionnant et je t'interromps pas parce que nos chemins sont ultra parallèles, quoi. C'est vraiment passionnant comment ça semble universel. Même si on n'a pas vécu dans les mêmes pays ni dans les mêmes cultures. Toi, t'as eu l'impression que ça te fait quoi? Ça t'a fait quoi, ce déchirement? J'avais l'impression d'être un imposteur. Et je me souviens très bien que quand je priais, à la fin de chaque prière, je levais les mains au ciel et je disais Dieu, s'il te plaît, de par ta force, est-ce que tu peux me venir en aide et me réparer? En fait, je disais ça à la fin de chaque prière et en espérant une manifestation divine. Et je disais tout le temps, parce que, au fait, oui, je veux avoir une vie normale, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je ne veux pas être la honte de ma famille. En tout cas, c'est ce que je disais à la fin de chaque prière. Et avec le temps, j'ai vu qu'en fait, ça ne rimait à rien parce qu'il n'y avait rien qui changeait. J'avais beau faire des efforts, de prier, d'être dans les règles, de suivre tout ce que la religion dictait, de lire sur les forums, d'essayer de trouver des explications. Mais en fait, si tu regardes dans la religion, tu as le Coran qui parle juste de sodomie, mais aussi dans l'islam, c'est que tu as le complément. Il n'y a pas que le Coran, il y a aussi la jurisprudence, la vie du prophète. Et la vie du prophète, en gros, c'est ce que le prophète disait. Et donc, c'est des paroles qui sont reliées d'un ami de prophète à un ami de prophète. Je ne sais pas comment on les appelle, c'est les sahaba en arabe. Donc, mais ça, c'est...
comme c'est relié, enfin ça se relie les paroles, ce que le prophète disait. Donc t'as plus la véracité. En gros, il y a plein en tout cas d'interprétations et même c'est pas toujours. Il y a des paroles qui sont plus vraies et là-dedans on parle d'homosexualité. Oui, on parle d'homosexualité et là on parle de lapidation, on parle vraiment on nomme les choses telles quelles. Parce que en dehors de ça, toi dans ta vie de collégien et après de lycéen, il n'y avait pas de propos ouvertement homophobes? Non, pas le collège en tout cas. Mais le lycée, si. Le lycée, ça a démarré, ok. Mais sinon, c'est toi qui as compris seul avec le poids des normes, sans qu'on te dise c'est une maladie, c'est toi qui as dit j'ai compris que ça l'était. C'est incroyable ça. Personne ne te l'a dit, mais en tant qu'enfant, t'as internalisé un truc qui est non dit. Parce que tu es dans une société où il n'y a aucun facteur positif qui est lié à ce genre de à être efféminé ou à aimer d'autres personnes. Donc t'as rien qui est positif, t'as que les trucs négatifs. Forcément t'es biaisé, toi aussi tu vires vers les trucs négatifs. Et au lycée, les insultes homophobes commencent à ton égard? Non, pas à mon égard. J'ai jamais eu d'insultes homophobes à mon égard. T'avais un masque puissant. Ouais, j'avais un masque puissant, mais des fois, quand même, il y avait des gens qui arrivaient à déceler le truc, mais pas des gens proches, c'était des gens comme ça dans la rue, qui étaient eux aussi soit homosexuels, soit pervers, parce que des fois, on me suivait dans la rue. J'ai eu plein d'histoires comme ça. Et juste comme ça, une histoire où une fois, je faisais les cours d'anglais, des cours d'anglais à Alger Centre, et là je descends avant de prendre le bus, il y avait une ruelle à prendre. Du coup j'ai pris cette ruelle et il y avait un mec qui était au bout de la ruelle et qui me disait « Ah salut, ça va ?» Je me disais mais je te connais pas, mais vas-y, c'est pas grave, salut, ouais, ça va, et toi? Il me disait, ah oui, ouais, ça va, alors, c'est comment, l'école et tout? Il me disait, ouais, ça va. Et là, tu vas où? Il voulait pas me lâcher la main. En gros, on s'est serré la main, mais il voulait pas me lâcher la main. Et là, en fait, j'avais compris qu'il voulait autre chose. Il me disait, oui, moi, en fait, j'habite pas loin, j'habite dans cette rue-là, si tu veux venir avec moi. Et là, j'ai retiré ma main de manière brusque et j'ai couru pour prendre le bus. Et une fois arrivé dans le bus, j'avais tellement peur. Il y avait même plusieurs fois, il y avait des gens qui, des fois, ils me suivaient dans la rue, soit ils me voulaient du mal. Je sais pas, peut-être il y avait un truc dans ma démarche. Je ne saurais dire. Ouais, tu te sentais en tout cas pas en sécurité. Pas en sécurité. Souvent dans l'espace public. Oui, pas en sécurité. J'ai eu au total, je pense, 4 expériences comme ça. Et une expérience dans le bus où il y avait un mec qui voulait se frotter à moi. Mais là, je ne dis rien, je me lève juste et je change de place. Mais quand même, j'avais 16 ans. Donc quand même, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et après, je me suis dit, mais c'était là aussi, je me suis dit, mais puisque les gens me font ça, ça veut dire que ça se voit. Et si ça se voit, c'est encore plus grave. Donc, c'est là où je me suis acharnée à prier, à aller à la mosquée, à faire plein de choses. Mais arrivé au lycée, je pense vers les fin 16 ans, 17 ans, je me suis dit, la religion, c'est pas pour moi. Ça n'a pas donné de résultat. J'ai prié, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais en fait, ça n'a pas donné de résultat pour moi. Pour moi, ça ne marche pas. Peut-être pour les autres, ça apaise. Moi, non, ça ne fonctionne pas. Donc, j'arrête. J'arrête de prier. J'arrête de parler à Dieu. Et je décide de fermer complètement cette porte-là de religion. Il n'y avait pas je fais une hypothèse, mais il y avait pas, c'était pas aussi une façon un peu comme être premier de la classe, une façon de compenser
cette entre guillemets maladie de l'homosexualité, tu montrais pas à tes parents comme t'étais fervent et que ça te donnait un peu du crédit? Si, c'était... de toute manière, c'était le seul truc qui me permettait d'avoir la reconnaissance de mon père. C'est le seul truc. Donc, je me suis dit, il n'y a que ça, alors autant me tuer à la tâche. Donc, franchement, j'étais super fort à l'école et il était tout le temps fier de moi. Moi, j'avais des prix et tout, et il était tout le temps fier de moi, mais j'avais beau être bon à l'école, mais il y avait toujours des remarques, et toujours... Il continuait, en fait, ces remarques ont continué. Et ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté. Jamais. Sur ta façon de parler, ta façon de bouger ton corps, voilà. qui n'est pas celle qu'il veut. Juste pour le truc, pour appuyer ça, c'est que des fois, il me disait je vais faire les courses, est-ce que tu veux venir avec moi? Et du coup, oui, je dis, ouais, je viens avec toi, je t'aide à porter les courses. Et tout au long du chemin, c'est genre quoi? C'est 30 minutes d'interaction. Durant tout le chemin, dans ma tête, c'est une démarche d'homme. Fais gaffe à ta voix. Parle pas avec tes mains. Ou tu sais quoi? Tu mets tes mains dans ta poche parce que de toute manière, si tu les sors, tu vas faire une bêtise. Tu vas parler avec tes mains. Tu vas. C'est ça. C'est un flic. En fait, c'est un flic en permanence. Et moi, j'étais tout le temps total awareness, tout le temps comme ça. Survigilance, bien sûr. C'est insupportable. C'est insupportable. En fait, tu peux pas parce que à un certain moment, tu vas faire une gaffe, il va te faire la remarque, tu vas être déçu. Donc j'ai essayé d'éviter le plus possible ce genre d'interaction, mais c'est ton père, tu vis avec lui, tu ne peux pas ne pas interagir avec lui. Et tes parents étaient aussi fiers de toi par rapport à la religion? Oui, au début, quand je pratiquais, j'étais assidue et tout, ils étaient super fiers. Et tu décides quand même de dire allez, stop au lycée? Et au lycée, j'ai dit stop, et pourtant, mes parents, ils me disaient ah non, mais on a remarqué, tu ne pries pas, pourquoi tu ne pries pas? Non, mais il faut prier, et il faut pas faire ceci. Non, mais ça, c'est, tu sais, les gens qui ne prient pas, c'est des gens qui ne sont pas musulmans, hein. Donc, est-ce que toi, t'es pas musulman? Non. Donc, du coup, tu dois prier. À chaque fois, il me disait comme ça. Au début, je faisais semblant. Je disais, ok, d'accord, je vais prier. Donc, je mettais le tapis. C'est ça, c'est parce que, je commençais à prier parce que c'est bon, ils veulent que je prie, donc je faisais semblant. Et des fois, je mettais juste le tapis et j'étais sur mon tel ou je faisais autre chose, tu vois. Mais je me disais oui. En fait, après 5 minutes, je sors parce que c'est quand même la moyenne, le temps moyen d'une prière. Attends, parce que j'ai besoin de comprendre ce que dans la religion catholique, tu peux prier. Enfin, moi, ce qu'on m'a donné comme outil, c'est tu pries comme tu veux, où tu veux. Donc, on peut pas trop savoir si tu pries ou pas, tu vois. Mais toi, dans ta religion et ta façon de le pratiquer, il y a une pièce particulière, c'est ça, chez vous? Non, mais tu peux prendre n'importe quelle pièce qui soit propre, mais je mets le tapis. Tu mets le tapis. Donc, du coup, je sais si tu pries ou pas. C'est si je te vois. Et c'est 5 fois par jour à une heure spécifique. Donc, soit t'es là, soit t'es pas là. Exactement. Ok, d'accord, ouais. Donc, non, mais comment tu fais pour être sur ton téléphone en même temps? T'as pas ta famille à côté? Non, oui, je ferme la porte de ma chambre, je dis je vais prier et tout, et je mets. Tu l'annonces? Oui, je l'annonce, je mets le tapis et je prends mon téléphone et voilà, je regarde Insta, Facebook, je parle à des gens. Après 5 minutes, je plie le tapis, je sors, je dis ah oui, c'est bon, j'ai fait ma prière. Ça fait partie de ton masque perpétuel. Oui, voilà. Tu m'as dit quand on a préparé cet entretien, je fais un lien, tu vas me dire si c'est judicieux, mais j'ai l'impression que ton masque, il impactait énormément, il t'impactait toi énormément, il te faisait beaucoup de mal, mais il a même aussi fait du mal aux autres, c'est-à-dire toi-même tu devenais un peu bourreau. Ouais. Et tu vois à quoi je fais référence. T'as envie d'en parler? T'es pas obligé. Si, je vais en parler. Oui, c'était la période lycée. Et j'avais un super pote. Je m'entendais super bien avec lui. À un certain moment, il m'a dit allez, viens, on va à la plage. La plage, elle est un peu loin d'Alger Centre. Et du coup, on y va, on passe un super bon moment. Après à la fin, il n'y avait plus de bus pour rentrer.
Du coup, je lui dis bon, je vais essayer d'appeler mon père pour voir s'il est dispo, peut-être qu'il peut nous récupérer. Il me dit ouais, ok, d'accord. J'appelle mon père, il me dit ouais, pas de souci, je viens. Il nous récupère. Là, une fois arrivé à la maison, il me dit faut qu'on parle. C'est un sujet sérieux et tout, faut qu'on parle. Du coup, moi, je dis c'est quoi? Il me dit ton pote là, il est efféminé et toi et toi c'est ton pote, tu le fréquentes, tu te balades comme ça dehors devant tout le monde avec un 106. Tu veux que les gens t'appellent un 106, c'est ça? C'est ça que tu veux? Ça m'a blessée. Ça m'a détruit sur le moment parce qu'en fait je savais très bien sa réaction, mais j'ai jamais. En fait, j'imaginais un peu si par exemple je faisais. Des fois, on se fait tous des scénarios dans nos têtes, un peu, c'est généralement sous la douche. Et j'imaginais genre me faire un coming out à mon père et ce qu'il va dire et tout. Mais en fait, je l'ai un peu vécu parce que tu vois comment il me l'a annoncé comme ça. Tu veux être un 106, c'est ça? Tu veux que les gens disent que t'es un 106? Et ça m'a vraiment blessée. Et il me dit ce pote, je veux plus que tu lui adresses la parole, hein. C'est fini. Je dis oui. Et je parle pas à ce mec. Et c'était un groupe en gros. Et à un certain moment, il y avait des rumeurs qui circulaient sur ce mec. Et il y a mes amis, ils sont venus me dire hey, tu t'entends ce que les autres disent de cette personne? Je dis non, mais c'est quoi? J'ai pas eu les échos et tout. Ils me disent ouais, mais ils disent que en gros, il sort avec des mecs et tu sais, c'est un 106. Et du coup, j'ai rien dit sur le moment. Après, ils me disent on lui parle plus, hein. Et j'ai dit oui, on lui parle plus. Il est venu me parler et j'ai dit maintenant, mais tu me parles pas de manière super méchante. Mais j'imagine même pas. En fait, j'imagine même pas comment cette personne a vécu la fin de son lycée et que moi, en fait, j'ai contribué à son malheur alors que moi, j'étais comme lui, tu vois. Et j'ai honte. J'ai vraiment honte de cette histoire. Je sais que je me suis super mal comportée et j'avais pas d'excuses. Parce qu'il n'y a pas d'excuse à ça. C'est un réflexe un peu de défense. C'est un mécanisme en fait de défense. C'est parce que j'avais peur que si je lui adresse la parole, les gens ils vont en gros associer en fait, ils vont associer ces rumeurs aussi à moi et que ces rumeurs vont se déverser sur moi aussi. Donc en fait, c'était une question de vie. En fait, c'était une question de vie ou de mort. Ouais, c'est un truc de survie, c'est un réflexe de survie. Truc de survie, ouais. Mais moi, je l'ai fait aussi, ouais. C'est pour ça dur. Ouais, ça m'émeut vachement. Ouais. Je sais pas s'il y a pas. Non, c'est débile. J'allais dire, je sais pas s'il y a pas un de nous qui l'a pas fait, ça, de rejeter celui qui est comme nous. Tu penses que ton père, il pourrait être gay? Ou avoir une forme de désir. En fait, les gens qui sont tellement dans la répétition et dans l'insistance de ce sujet, souvent je me dis, mais pour aimer en parler autant. En fait, je sais pas, en Algérie, tu peux pas vraiment savoir parce que tout le monde est les gays et tout le monde les déteste. Donc tu peux pas vraiment... si on part de cette logique, alors tout le monde est gay. Ok. Parce que tellement la haine, elle est grandiose que je sais pas, c'est un truc vraiment ancré, quoi. C'est peut-être plus de la misogynie à cet endroit. Ouais, c'est qu'en ça. fait, il veut pas lui avoir honte de toi. Parce que son fils, c'est une meuf. Ouais, mais ça pourrait être ça. Tu l'as recontacté, ce camarade de classe? Non. Et en fait, quand je suis venue en France, j'ai voulu le recontacter, mais j'ai pas trouvé son Facebook, j'ai pas trouvé son Insta,
j'ai essayé un peu de reprendre contact avec d'anciens potes du lycée pour savoir il fait quoi et tout, mais j'ai jamais réussi à trouver. Mais même si je le trouve, je sais même pas si je serais capable de quoi. Qu'est-ce que je vais dire? J'espère qu'il va bien, en tout cas, de tout mon cœur. C'est très intense. Ouais. C'est une victime plus que moi. Tu vois, et moi j'ai contribué en fait à son mal-être. C'est ça qui me tue, alors que l'ironie du sort, c'est que moi aussi je suis gay, donc. Ok. Moi, je suis assez silencieux parce que je suis super ému. Et du coup, j'ai l'impression que je vais... Toi, tu te sens comment? Je pense que ça va. Ouais, j'ai l'impression que ouais. Ça va, ce témoignage. Enfin, c'est un moment difficile, mais je veux juste vérifier avec toi. Enfin, moi, je trouve que tu rayonnes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je veux vérifier avec toi. Enfin, est-ce que ce qu'on est en train de décortiquer, ça fait du sens pour toi de continuer à le dire ou pas? Non, mais si, je continue. C'est vrai que c'est tellement fort que des fois, j'ai bien envie de chialer, mais On peut. Mais enfin, moi, je crois que je peux pas parce que sinon, il faut que j'arrive à conduire l'entretien, que j'essaye de me retenir. Mais toi, genre, il n'y a pas de... Il y a bien entendu l'émotion a toute sa place dans la mesure que tu le souhaites, quoi. Hello Guillaume. Du coup, j'ai cherché la signification de 106 ou Miausta en arabe. Donc, alors du coup, ça vient d'un film, d'un vieux film algérien, un très vieux des années 60 ou 70. Donc, en gros, ça parle des aventures d'un inspecteur de police qui s'appelle Tahar et de son apprenti. Et dans ce film, précisément, l'apprenti s'est déguisé en femme de ménage pour chercher des indices dans une chambre d'hôtel qui avait le numéro 106. Donc, en gros, il était vêtu d'une robe et des talons de femme de ménage, et l'inspecteur lui a fait la remarque en lui disant: arrête de marcher comme ça, tu marches comme les meufs. Et donc du coup l'apprenti répond à cela en se déhanchant, et avec une voix super aiguë, il a dit 106, donc il l'a prononcé en arabe, il a dit Miausta, donc 106. Et depuis le numéro, il a été associé en fait avec le fait d'être efféminé, d'être gay, ou de ne pas répondre au code, en tout cas de la virilité, enfin de la société algérienne. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur, et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.